Bonsoir à tous. Je suis Caroline Lancio et je suis ravie de vous accueillir ce soir au nom de la direction et de l'équipe de l'Institut d'études avancées. Tous les mois, en partenariat avec le lieu unique, que je remercie d'ailleurs pour l'accueil de ces rencontres, nous organisons une rencontre pour contribuer à la réflexion et au débat contemporain qui traverse nos sociétés. Et nous avons choisi cette année, au travers de plusieurs rencontres, d'aborder comment la crise écologique interpelle nos démocraties et d'inviter pour en débattre des chercheurs, des artistes, en deux mots des penseurs qui sont aussi des acteurs de changement. Ce soir, nos invités, qui vous seront plus amplement présentés par la suite, Antoine Hardy et Yann Robiou-Dupont, sont à la fois chercheurs et acteurs. Et c'est cette frontière que nous souhaitions questionner ce soir, tant elle fait débat, et particulièrement dans l'actualité. Des chercheurs face à l'urgence écologique prennent position, remettent en question la neutralité qui est pourtant associée à la posture de recherche, voire agissent en activistes. Et c'est cette question que nous leur poserons ce soir. Comment se fait la frontière entre travail de recherche et militantisme ? Que devient la science prétendument neutre? Comment les manières de faire de la recherche peuvent être questionnées, que ce soit dans les instruments utilisés, dans les déplacements que cela implique, dans la circulation des savoirs, les terrains d'enquête. Cela aussi vient interroger la liberté académique et aussi les inégalités que l'on peut observer dans les conditions d'exercice de la recherche. Tous les sujets qui sont particulièrement importants dans la réflexion et le rôle que l'Institut d'études avancées souhaite jouer. Et pour rendre ce débat dynamique, nous avons demandé à l'association CLASC et notamment à Eva, que je remercie, d'avoir accepté du coup de l'animer. Et donc, dans un deuxième temps, Eva viendra nous rejoindre pour animer ce débat. Mais je souhaite tout d'abord accueillir Muriel Rouillet. Alors, Muriel est professeure de sciences politiques à Nantes Université. Elle est aussi spécialiste de la transformation de nos démocraties et de l'écologie. Et donc, du coup, je voulais vous demander comment vous situez ces questions scientifiques derrière les défis biologiques et écologiques et comment vous poseriez le contexte. Merci beaucoup de votre invitation. Eh bien, je me suis rendu compte que ce qui a rapproché ces gens et qui avait motivé cet événement, c'était d'essayer de faire tomber des murs qui existent souvent entre la science ou les scientifiques, qui ont cette image d'être derrière dans leur laboratoire coupé du monde et en même temps de détenir une vérité bien qu'on sache maintenant que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et puis le reste du monde qui serait... alors le reste du monde, ça contient beaucoup de gens. Ça peut être des citoyens qu'on suppose ignorants, comme disait Platon, les gens qui vivent dans la caverne, tandis que le scientifique, lui, s'élèverait au-dessus de nous autres, avec un savoir supérieur. Voilà. Et alors... ça, si vous voulez, c'est une question. Je suis prof de Sciences Po, donc et de philosophie politique en particulier. Donc, c'est une question qu'on se pose, qui est de l'épistémologie de base, la science, la réflexion sur la science, la philosophie de la science, en fait. Ces frontières-là, qui sont en fait assez imaginaires, comme Bruno Latour, qui est mort il n'y a pas longtemps, a passé beaucoup de temps à le démontrer. Nos laboratoires ne sont pas si isolés du monde que cela. Mais en tout cas, cette question de la séparation supposée est sans doute en partie nécessaire quand même. C'est vrai, quand on est un scientifique, il faut quand même avoir une certaine méthode, il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne publie pas ses recherches comme ça, on ne publie pas ses opinions. Il y a quand même une procédure de travail scientifique qui isole du reste du monde, mais qui aussi reçoit beaucoup d'input, ou de communication du reste du monde. Alors, je pense que nos intervenants vont beaucoup nous renseigner là-dessus, sur ces différents modes de relations qui existent, en fait, et qui doivent exister. C'est difficile d'échapper au monde dans lequel on cherche. Mais en tout cas, pour cadrer un peu les choses du point de vue de l'écologie, qui est ma spécialité, si vous voulez, moi, je m'intéresse aux transformations de la démocratie. Et en ce moment, je commence depuis quelques années maintenant à travailler sur ce qu'on peut appeler une démocratie verte. Et je me questionne sur
les enjeux que pose le changement climatique par rapport à la démocratie. Donc ça, c'est, si vous voulez, la crise climatique ou l'urgence écologique face à la science, c'est une sous-question du rapport entre la science et la démocratie, finalement. Alors, on peut dire d'un certain côté qu'avec l'urgence écologique et avec l'écologie, on a besoin des scientifiques. Ce sont les scientifiques qui mesurent la crise écologique. Ce sont eux. Les rapports du GIEC sont écrits par des scientifiques. Et d'ailleurs, si vous avez essayé de lire ces rapports, c'est assez fastidieux. Donc, mais ce sont vraiment des scientifiques. Et je vous le dis avec d'autant plus de confort. Je dirais que j'ai passé 10 ans aux États-Unis à un moment où Obama a essayé de faire passer une loi fédérale sur le climat, n'est jamais arrivé parce que son action était entravée par l'action des lobbies et des gens qui manipulaient l'opinion en résistant véritablement à la science. C'est-à-dire qu'il y avait une résistance, mais palpable et mesurable, de l'opinion manipulée par les lobbies face à la science. Donc moi, je serais quand même assez pour ne pas jeter la science avec l'eau du bain trop vite. Il y a quand même un langage scientifique qui est abscon, qui ne doit pas nous dominer de A jusqu'à Z, mais qui existe. Je veux dire, il y a quand même la science, ça existe, quoi. Bon. Après, la question est-ce que parce que la science, ça existe et qu'on a certaines méthodes de recherche, qu'encore une fois, les acteurs qui sont présents ici et qui sont donc scientifiques et parties prenantes de la cité vont discuter certainement avec beaucoup de détails et d'anecdotes intéressantes. Il y a donc cette question qui est posée par les scientifiques, mesurée par les scientifiques, le changement climatique, l'urgence écologique. Comment on peut savoir que la rivière est polluée si on n'a pas tous les instruments de mesure scientifiques? Mais en même temps, il est vrai aussi, et de mon point de vue de démocrate, si vous voulez, enfin de spécialiste de la démocratie, c'est une question contestée de savoir est-ce que la démocratie, elle est compatible avec le changement climatique et l'urgence écologique, parce que on se dit souvent que les gens, ils veulent continuer à conduire leur voiture, avoir de l'essence pas chère, et donc que le peuple, ce serait bien cet ignorant que nous décrit Platon, qui rencontre la résistance des scientifiques qui nous disent mais si, il faut mettre un masque, mais si, il faut arrêter, il faut vous enfermer chez vous quand il y a le Covid. Et donc les tensions entre l'opinion et la science, elles existent. Mais cette tension ne rend pas forcément compte du fait que les scientifiques, parfois, les experts, on va plutôt parler des experts, sont là, délivrent une parole qui est une parole d'autorité, en général validée par des recherches, mais la science comme ça, imposée aux gens, n'est pas forcément facile à accepter. Et donc, si vous voulez, on peut dire que la caverne résiste, mais la caverne a peut-être raison de résister. Alors, je vais vous donner une anecdote pour fixer cette idée, et puis après, je laisserai la parole à nos intervenants scientifiques, acteurs. Donc, toujours aux États-Unis, je faisais un cours sur les questions vertes à des étudiants d'une policy school assez connue. Et alors, bien sûr, on était tous révoltés par la résistance des républicains à tout ce qui était action climatique. On trouvait ça scandaleux et misérable et nul, et vraiment. Et notamment un monsieur... Alors, un élu de l'Oklahoma républicain, c'était l'année 2015. Et l'hiver 2015, il y a eu des tempêtes de neige à n'en plus finir sur la côte Est. On avait des montagnes de neige. Et moi, on commençait à se dire que peut-être il y avait une question climatique derrière tout ça. Bon. Et alors, monsieur, je crois que c'était Ingelholf, je me souviens plus, un monsieur républicain, donc très, très opposé à toute action climatique, arrive au Sénat et jette une boule de neige sur le sol du Sénat et commence à dire « Regardez, on essaye de nous faire croire qu'il y a du réchauffement climatique, mais on n'a jamais eu un hiver aussi froid, on a une tempête toutes les semaines. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Et je donne cet exemple à mes étudiants et en leur disant « Vous voyez comment on manipule l'opinion grossièrement, comment on résiste à la science, etc. » Et puis un jeune homme lève la main et dit « Mais non, il a raison. Ce monsieur-là, avec sa boule de neige, a raison. » Je dis « Ah bon, pourquoi ? Comment peut-il avoir raison ? Les Lumières semblent complètement contrariées et insultées par ce geste. » Et il m'a dit « Non, il a raison. Si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi on leur dit qu'il y a du réchauffement climatique, ils ne le voient pas encore chez eux, ils ne comprennent pas pourquoi un réchauffement climatique donne du froid dans les médias. Et en fait, en gros, ils ne comprennent pas la différence entre climat et météo et le temps qu'il fait.
qui est un phénomène scientifique. Hein. Il faut passer par pourquoi le Gulf Stream se détraque, pourquoi ça nous met de l'eau plus froide et pourquoi les hivers sont plus froids en Europe. Et c'est en fait lié au réchauffement climatique, mais ça n'est pas facile à comprendre, c'est contre-intuitif. Et il me dit, oui, voilà, ce monsieur a raison. Et quand il m'a eu démontré son argument, j'ai dit, bah ouais, vous avez raison. Et voilà, et résumé ici, la tension entre la science et l'opinion. Alors, elle ne se pose pas uniquement dans ces termes, je pense qu'elle se pose dans bien des termes dont je n'ai pas toutes les clés ici, mais en tout cas, c'est une tension qui anime et le travail et l'existence de beaucoup de gens qui s'engagent ou qui travaillent sur l'écologie et qui sont concernés plus généralement par l'urgence climatique, je crois. Voilà, donc c'est comme ça que j'introduirai au sujet. J'espère que j'ai été claire. Et en tout cas, je vous remercie de cette invitation et j'ai hâte de découvrir avec nos acteurs scientifiques ce qu'ils ont à dire sur ce problème. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Et Eva, je te laisse l'animation de la suite de notre rencontre. Venez les garçons. Ah oui, et moi j'ai des micros parce que je vais cavaler dans l'espace. Donc bonsoir, merci d'être venus. On avait un peu peur qu'on serait 10. On est plutôt content que quasiment tous les gestes soient là. Merci à l'UA de nous avoir donné un peu carte blanche quand même, faut dire, pour l'animation de cette partie de la soirée en tout cas. Et particulièrement à toi Caroline Lancio. Je représente CLASC, une association qui rassemble une communauté de docteurs, doctrices, doctorants, doctorantes, parce que c'est pas pareil, hein, il y en a qui savent, sur le territoire nantais et qui valorise leurs compétences en recherche à travers l'interdisciplinarité et en les faisant participer à des projets d'innovation sociale et environnementale. Voilà. Merci Muriel aussi pour l'introduction. J'ai juste pas compris pourquoi tu me regardais moi quand tu parlais de laisser couler la science avec l'eau du bain. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pour vous introduire le déroulé de comment vont se passer les 35 minutes qui viennent, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir comment les choses vont se passer. D'abord, Yann et Antoine vont se présenter pendant à peu près 5 minutes en situant leurs paroles. Ils vont définir d'où ils parlent, quelle est leur angle. Ensuite, moi, je vais leur donner des petites briques qu'ils vont devoir commenter en 2 minutes. Ça va être à chaque fois des interventions assez courtes. Et ils vont devoir situer ces briques très concrètes, hein, tirées de leur parcours personnel et professionnel, sur le tableau qu'il y a derrière, entre travail de recherche et militantisme. Et on va essayer de construire ensemble, en partant vraiment de 2 cas très concrets, est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'on peut la tracer éventuellement? Est-ce que je spoil? Non. Ça va durer en tout à peu près 45 minutes et ensuite on aura 1 heure pour échanger. Donc ne partez pas tout de suite. Si vous avez des questions, des commentaires, prenez note parce que l'idée c'est vraiment de les faire parler un tout petit peu et d'en profiter parce qu'ils ont vraiment des super profils. Mais l'idée derrière cette soirée, c'est quand même d'échanger entre nous et de construire un débat dans toute la diversité qu'il y a dans la salle, en espérant qu'il y ait une diversité, ce que je veux vérifier incessamment sous peu. Donc voilà, ça j'ai dit. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui ne se considèrent pas scientifiques dans la salle? Si vous voulez bien lever la main si vous en avez envie. Yes! Yes, ça veut dire qu'on n'est pas que entre scientifiques ce soir. Et ça, c'est déjà un beau succès. Est-ce qu'il y a des personnes, du coup, qui se considèrent scientifiques? N'ayez pas peur. Ok, super. Merci. Ça me suffit pour l'instant. Est-ce que, avant de commencer, est-ce que vous allez bien? Vous êtes bien installés? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui voudraient être plus près de la porte? Non, ça va? Très bien, être assise plus près, plus loin. S'il y a un malaise, si vous avez besoin de quelque chose, surtout n'hésitez pas à venir voir Caroline. Il y a Mélanie aussi qui était derrière. Moi, je ne la vois pas, Mélanie. Elle a dû partir. Ou moi directement, si vous avez besoin de quelque chose. Yann, comment ça va ce soir? Moi, ça va. La tête un peu pleine entre la COP à laquelle je vais aller demain et d'autres choses, mais ça va. Merci de cette question déjà. Ça va, préoccupé
J'imagine comme beaucoup d'entre nous, mais très content d'être là et très content de vous voir aussi nombreuses et nombreux et impatient de la discussion collective qu'on aura. Est-ce que tu peux garder ton micro et du coup nous Carrément. présenter en quelques minutes d'où tu parles? Alors, d'où je parle moi, je m'appelle Antoine. Bonsoir tout le monde. Je fais une thèse de sciences politiques sur... en fait, j'enquête sur un espace qui m'intéresse, situé entre trois choses, que sont les conditions du travail scientifique, le changement climatique et le rapport au savoir. Ça, c'est cet espace qui m'intéresse et j'enquête sur cet espace à partir d'un terrain d'études, en particulier un groupe de scientifiques qui s'est mobilisé à partir du printemps 2019 et auprès de qui j'enquête. On pourra revenir un peu sur les méthodes d'enquête plus tard, qui s'appelle Labo 1.5 et qui s'est organisé et qui se structure maintenant depuis plus de 3 ans. Et voilà, je travaille là-dessus. Alors, si jamais je parle de choses liées à mon enquête ou à la littérature scientifique que je peux brasser dans mon enquête, j'en parlerai comme ça. Si jamais je venais à partager une opinion personnelle, une réaction qui vaudrait tout autant que la vôtre, je dirais c'est mon opinion personnelle pour essayer du mieux possible de ne pas abriter derrière une casquette ou un chapeau, peu importe comment on l'appelle, de scientifique, des choses qui peuvent être des opinions personnelles que je peux avoir comme tout à chacun. Ça, c'est pour le volet scientifique. Et puis après, à côté, j'ai d'autres activités et notamment, on y reviendra, un podcast sur l'écologie qui s'appuie beaucoup sur la littérature scientifique et qui s'appelle 20 minutes avant la fin du monde. Spoiler, on a beaucoup plus que 20 minutes avant la fin du monde. Merci Antoine. Moi personnellement, je travaille pas sur ces questions-là directement, c'est-à-dire que je n'étudie pas le rôle et le lien entre l'activisme et l'activité scientifique. Moi, mes thèmes de recherche, ça a été de quantifier la justice climatique et ce, à dessein d'informer les opinions publiques sur ce qu'elles doivent attendre des différents gouvernements, dont les gouvernements éventuellement de leur pays. Donc, quantifier la question en fait de combien chaque pays doit faire pour faire sa part de l'effort mondial pour limiter le réchauffement climatique. Et donc, de fait, travailler sur ces questions que j'ai abordées d'abord au travers de ma thèse, en dilettante évidemment en commençant, puis on va dire en tant qu'expert sur ces questions de par les publications que j'ai faites, mais sans vraiment au début interagir avec les gens qui allaient utiliser ces données. Donc en restant dans mon labo comme Muriel l'a mentionné avant, j'ai été après amené, et aussi parce que j'y avais goût, à vraiment prendre part aux discussions avec beaucoup de différents types d'acteurs sur les implications de cette recherche. Et en fait, vu que ce que je quantifie, si on résume de manière très simple, c'est comment partager le gâteau des émissions qu'on peut encore émettre dans le monde si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il n'y a pas une vérité intrinsèque associée à ça, et je quantifie différentes visions de justice qui vont être utilisées différemment en fonction de leur perception par les différents acteurs. Moi, je ne suis pas philosophe, donc je suis là pour les quantifier. Donc, avec évidemment un devoir de neutralité, mais en même temps, la question même de ce que c'est que la neutralité quand on essaye de quantifier différentes visions de justice. Et donc ça, c'est un peu pour la partie théorique, et qui donc est différente de celle d'Antoine et qui ne concerne pas directement le sujet de ce soir, mais dans ma pratique de cette recherche et mon engagement avec les différents parties prenantes, on a pensé que c'était intéressant aussi d'avoir les questions auxquelles j'ai été confronté de par mon activité scientifique et sa dissémination. Donc c'est un peu une expérience personnelle, ce n'est pas mon sujet d'expertise que de discuter, et quand je vais exprimer mon expérience, ça va être vraiment une expérience en tant que chercheur. Et donc, pour expliquer un peu en quoi cette pratique est liée avec les questions d'aujourd'hui, je conseille soit des gouvernements sur combien ils doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On y reviendra, mais il y a par exemple le Royaume-Uni qui a utilisé nos études pour déterminer son engagement de réduction de gaz à effet de serre, qui est par ailleurs bien plus important que celui de la France. Je travaille aussi, là on va publier un rapport après-demain pour un groupe d'États lors de la COP, aussi justement sur une vision de ce qu'est la justice climatique.
Donc ça, c'est pour le conseil au gouvernement. Je conseille aussi les gouvernements, mais au travers des diplomates, c'est-à-dire un travail pas pour les gouvernements, mais entre eux, sur combien il est pertinent qu'ils se demandent les uns des autres, en fonction aussi de leur perception de la justice climatique et de celle qui peut être entendue par le pays avec lequel ils vont négocier. Et enfin, je conseille aussi, j'informe aussi les sociétés civiles au travers des médias, par exemple, mais aussi les actions en justice contre les États. Vous avez probablement entendu parler de l'affaire du siècle contre la France. Il y a eu des actions en justice aussi contre des entreprises telles que Total. J'ai aussi conseillé des actions en justice contre l'Union européenne et une trentaine de pays, une action qui est en cours au nom des enfants portugais. Donc là, écrire le rapport scientifique pour le juge, pour la cour, pour expliquer ce que la science dit, et pas que la mienne, mais ce que la science dit de la quantification de l'ambition des différents États. Donc voilà un petit peu le cadrage de mon expertise, mais c'est plus en tant que praticien que j'interviens ce soir. Antoine, est-ce que tu veux bien rajouter quelques mots du coup sur ta thématique, étoffer un tout petit peu sur quoi tu recherches et à quoi ça peut servir? Alors à quoi ça peut servir, ça c'est toujours la grande question. Et puis il faut toujours essayer de après sécuriser des financements pour la suite du parcours. Donc voilà, et ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de spectaculariser les promesses d'une recherche en cours. Je précise donc vraiment que c'est une recherche en cours. Donc moi je vais pas faire de grandes annonces, etc. Voilà, c'est pas. Mais il faut quand même dire comment tout ça se caractérise. Donc moi je travaille auprès de ce groupe de scientifiques. Donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, même si j'aime pas trop le terme, une observation participante, c'est-à-dire que je participe à la vie du groupe, à ses activités, à ses questionnements, à ses prises de position, etc. Mais depuis un angle scientifique où j'essaie de comprendre comment le groupe structure ses activités, quelles sont les motivations qui traversent les personnes qui y sont engagées. Et puis ça, c'est vraiment un truc assez classique. Autour des années 2018-2019, vous vous souvenez, tu as parlé de l'affaire du siècle. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité politique et climatique, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau des initiatives sur le plan diplomatique, politique ou judiciaire. Et ça a été un moment un petit peu de cristallisation où beaucoup de groupes de scientifiques se sont lancés à ce moment-là. Il y a eu des gens à Toulouse qui s'appelle un groupe qui s'appelle la Técopole, un peu plus tard en Île-de-France, un autre réseau de scientifiques, et le groupe sur lequel j'enquête, qui s'appelle donc toujours Labo 1.5, et qui a publié en mars 2019 une tribune dans Le Monde où ils appelaient à changer les pratiques de recherche au nom de l'urgence environnementale, disant par là qu'il y avait peut-être une forme d'incompatibilité entre certaines manières de faire de la science et certaines contraintes environnementales, ou en tout cas qu'il y avait au moins là matière à discuter, à s'organiser, à se regrouper. Et c'est ce qu'ils ont fait en développant un calculateur d'empreinte carbone. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais je suis sûr que toutes et tous, vous avez fait cette expérience de vous dire mais quelle est mon empreinte carbone? Alors souvent on dit bilan carbone, mais c'est un petit peu, c'est le nom d'une marque déposée, le terme générique c'est empreinte carbone, et je pourrais revenir sur l'histoire de cette catégorie qui a aussi une longue histoire. Eh bien eux, ils ont créé leur propre calculateur pour estimer l'empreinte carbone des laboratoires, c'est-à-dire très clairement les gaz à effet de serre émis par certaines dimensions de l'activité scientifique. Les déplacements, par exemple, quand on se rend à un colloque ou quand on va faire une mission de terrain, tous les composants qu'on peut acheter dans un laboratoire. Alors moi, je fais des sciences sociales, donc les achats, ça nous paraît un peu abstrait, on bosse avec un ordinateur, etc. Mais je parle avec des collègues qui ont des achats beaucoup plus conséquents et dont ils ont besoin pour produire les données avec lesquelles ils font leur travail scientifique. Ça peut être aussi bien des composants en plastique que des supercalculateurs ou, pour mes collègues astrophysiciennes, astrophysiciens, des télescopes. Et vous savez qu'il y en a un récemment qui produit des données, des images qui sont interprétées. Donc, il y a différentes manières de faire de la science. Et donc la science, c'est vraiment, il faut en pluraliser évidemment le terme. Et ces différentes manières ont des coûts environnementaux qui ne sont pas les mêmes. Et qui sont, en tout cas, ça c'est une des choses que moi je retire de mon enquête, qui sont toujours à penser au niveau local et qui sont très différents parfois d'un laboratoire à un autre, même quand il s'agit de disciplines proches. Pour certains laboratoires, ça va être les missions, donc les déplacements que font les scientifiques, qui vont être la partie la plus importante des gaz à effet de serre émis par l'activité scientifique. Pour d'autres, ça va être les achats. Donc voilà, il y a ces différences-là. Et je pense que ça aide aussi à voir l'activité scientifique comme quelque chose vraiment avoir une approche très contextualisée, aller voir au plus près de l'activité scientifique et voir que finalement les moyens
matériel de faire de la science et le coût environnemental de la recherche est très différent, pas seulement d'une discipline à une autre, mais parfois d'un groupe de collègues à un autre. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Par rapport à la pluralité, donc on sait qu'il y a des personnes qui se considèrent scientifiques et des personnes qui ne se considèrent pas scientifiques dans la salle. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un peu balayer les disciplines, comme ça aussi. Où est-ce qu'il faut que je me mette pour éviter les larcènes? Je le mette prêt, c'est ça? Ok. J'aimerais savoir, pour que vous sachiez aussi à qui vous parlez un peu, hein, parce qu'il faut les respecter. Est-ce qu'il y a les scientifiques, par exemple, est-ce qu'il y a des biologistes? Si les personnes qui ne se considèrent pas scientifiques, elles peuvent se référer à ces dernières expériences à l'école, par exemple. Est-ce qu'elles ont aimé la biologie? Et donc, quand je demanderai est-ce qu'il y a des biologistes dans la salle, les biologistes lèvent leurs mains, s'il vous plaît, pas obligés. Et les personnes qui aimaient la biologie à l'école lèvent leurs mains. Ok? Ça vous va? Ok, est-ce qu'il y a des biologistes dans la salle? Ah. Est-ce qu'il y a des philosophes dans la salle? Est-ce qu'il y a des chimistes dans la salle? Des mathématiciens, mathématiciennes? Ok, vous vous reconnaîtrez entre vous. Des physiciens, physiciennes? Des personnes qui ont étudié la littérature? Les arts plus généralement? L'histoire? Ouais. Qu'est-ce que... La géographie? Pas de géographie. L'écologie? Si, un peu. L'écologie? Super, merci. On est vraiment un groupe très diversifié. Je pense que les discussions vont être très intéressantes. Je vous propose de commencer, de rentrer dans le vif ça, c'est pas encore des échanges, mais des interactions. Yann, si tu voudrais bien nous décrire une action que tu fais au quotidien ou presque, qui touche à ton activité de scientifique. Tu as une petite gommette derrière pour la coller ensuite sur le tableau qui est derrière toi. Donc d'abord, tu la décris à tout le monde en 1-2 minutes, et ensuite, tu vas essayer de la positionner quelque part sur le tableau, selon si c'est plutôt du travail de recherche ou du militantisme. Merci. Donc, du coup, une action, là-dessus, je pense que ça se pose dans les 3 aspects de ce que je décrivais avant, c'est-à-dire conseiller les gouvernements, les diplomates ou même les actions en justice. C'est qu'est-ce que je fais de la science que j'ai produite? Et du coup, soit je la publie juste dans un journal scientifique, et auquel cas on peut se dire que c'est effectivement purement du travail de recherche, soit j'essaye de la porter au plus près de là où elle serait utile. Et a priori, moi, personnellement, pas en tant qu'expert, mais personnellement, je vois ça comme faisant partie du rôle du scientifique aussi. Évidemment, faut hiérarchiser un peu, on ne peut pas tout faire à la fois, mais apporter cette information là où elle peut être le plus utile, pour moi, ça fait partie de ce travail-là. Et dans les endroits où elle pourrait être utile, il peut y avoir différentes demandes. Et alors, soit on peut me contacter, soit je peux activement démarcher des acteurs qui, je pense, devraient être intéressés par le travail que je fais. Mais se pose la question de, voilà, pour quel pays dois-je travailler, ou dois-je mettre la priorité pour communiquer mes résultats? Alors, c'est pas forcément une question d'emploi. Ça, on pourra y revenir plus tard. Ça peut être gratuit, ça peut être du temps passé, ça peut être des questions soit de chercheurs qui sont employés par les gouvernements. Alors ça peut être Royaume-Uni, ça peut être Arabie Saoudite, ça peut être différents pays qui vont me demander comment interpréter les résultats. Donc cette question de savoir vers qui je vais ou à qui je réponds favorablement, pour moi, je comprends qu'elle puisse s'apparenter à du militantisme. Et par exemple, le fait que là, pour cette COP, j'aille présenter des résultats avec un groupe de pays, donc en l'occurrence des pays vulnérables, des petits émetteurs, ça va être effectivement vu comme une prise de position.
Ça se voit aussi dans le fait même d'écrire un rapport pour une action de justice, pour le juge, qui fait que, par exemple, des membres de la Cour européenne des droits de l'homme ne vont pas pouvoir écouter mon intervention parce que ils estiment que je suis partie prenante dans cette action en justice. Donc, pour moi, c'est effectivement plutôt du côté recherche, mais s'il y avait deux gommettes, peut-être que je le déchirais, que je le mettrais un peu des deux côtés. Mais je trouve qu'on est effectivement assez proche des missions du scientifique à la base. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Je vais débrouiller après, pendant que Antoine intervient. Ce qui ajoute un suspense d'ailleurs sur le classement. Je vois que tu gagnes un peu de temps c'est ça. au cas où tu la bascules d'une catégorie à une autre. Je vais décider en fonction de l'intervention d'Antoine. Donc voilà, donc je dirais que je serais plus quand même du côté recherche, mais je comprends que ce soit vu comme un activisme par certains partis, justement. Et ça peut être aussi dans leur intérêt de présenter la science ou ma science comme étant partisane. C'était un commentaire graphique à faire avec. C'est une patate. Et j'ai la même demande, description d'une action concrète, ou d'action concrète, parce qu'en fait, tu as énoncé plusieurs actions différentes. Yann, pour toi, Antoine. Oui, alors c'est pas toujours une question simple, surtout de s'auto-qualifier ou d'auto-qualifier certaines choses, qu'est-ce qui relève de la science et du militantisme. Malgré tout, il y a quand même une différence entre les deux. Muriel, tu le rappelais dans ton introduction sur la démarche scientifique. Et j'arrive malgré tout, j'ai l'impression, à faire la différence entre les deux. Alors on pourra peut-être revenir sur la question de la neutralité de la recherche dont on entend beaucoup parler et qui mérite qu'on s'arrête là-dessus. Mais pour prendre vraiment un exemple qui est proche de l'anecdote, mais c'est peut-être pour ça qu'il est parlant. Je disais tout à l'heure que je fais un podcast alors avec toute une joyeuse bande qui s'appelle 20 minutes avant la fin du monde, qui s'appuie beaucoup sur la littérature scientifique. Et néanmoins, ce n'est pas une parole scientifique. Mais j'ai commencé ce podcast avant de faire une thèse de sciences politiques, parce que j'ai un peu bossé avant la thèse. Et je sais que je suis beaucoup plus stressé aujourd'hui, s'il faut en revenir aux émotions, dans ce podcast, parce que je sais que depuis, il y a des collègues qui m'écoutent, etc. Et donc, j'ai une pression de ne pas raconter n'importe quoi. Alors, avant, on cherchait déjà à ne pas raconter n'importe quoi. Mais cette fois-ci, je sais que j'ai des gens qui sont proches des travaux que je cite, etc., qui pourraient très rapidement apporter la contradiction. Donc, ça met une tension supplémentaire. Donc, ça montre bien que, en fait, c'est très dur de se dissocier soi-même, puisque dans ce podcast, on porte une parole qui est plutôt militante, on se situe politiquement. Quand on nous écoute, on sait à peu près ce qu'on pense, on ne se cache pas. On sait assez vite. Voilà, on s'appuie sur des travaux scientifiques, hein, c'est pas une opinion qui vient comme ça simplement en marchant dans la rue. Et néanmoins, la manière dont moi je vais parler ça de manière militante est traversée par le stress que je peux avoir en étant un chercheur en tout début de carrière, hein, puisque je n'ai pas fini ma thèse, donc voilà, je prétends pas, je suis encore au cours du chemin. Et donc voilà, c'est très difficile de se dissocier, même si quand je publie des travaux, ça passe par une procédure scientifique et je vois bien en quoi elle est complètement différente du militantisme. Et je prends un dernier exemple très rapidement là-dessus. On est aussi aiguillé, je sais pas, j'imagine c'est ton cas, Yann, mais par des intuitions qu'on va essayer ensuite peut-être de scientificiser. Il y a quelque chose qui nous intrigue, qui nous attire quand on commence à creuser un sujet de recherche. Il y a tellement de collègues autour de moi qui travaillent sur tellement de sujets différents qu'évidemment, on sait bien qu'il y a quelque chose qui relie un sujet de recherche scientifique à parfois une trajectoire personnelle, une histoire familiale, un moment de l'époque, des préoccupations politiques plus larges, etc. Et là, avec des collègues, on a publié un papier en anglais sur la question de le lien entre le nombre de vols que prennent des scientifiques et leur H-index, qui est un indicateur dans la recherche, et le nombre de papiers qu'ils publient, parce qu'on soupçonne qu'il y a une relation entre les deux. Vous voyez, soupçonner, le terme n'est pas neutre, hein, pour le coup. Et donc, on pense qu'il y a peut-être une manière de remonter à un niveau un petit peu plus structurel
la question de la responsabilité des scientifiques quant au trajet ou pas qu'ils font en avion, de la désindividualiser. Et donc voilà, là-dessus, il y a une intuition collective, partagée avec mes co-auteurs, co-autrices, mais qu'on va passer au filtre d'une publication scientifique, mais parce que derrière, il y a quelque chose qui nous intrigue, on se dit, tiens, c'est peut-être beaucoup plus structurel qu'individuel. Et c'est voilà, ça montre un petit peu cette confusion, qui n'est pas une confusion, voilà, le fait que, je pense que j'aime bien le cercle de Yann, voilà, ça peut être situé quelque part, et puis, comme un spectre, on voit bien que ça peut traverser des pans de nos vies un petit peu différents. Maintenant, vous avez compris que je vais quand même devoir placer le papier, et ça fait mal. Je vais essayer de le placer, mais je vais le placer, je vais mettre le podcast, voilà, pour situer où je place le papier, et je décolle la vignette. Tu me fais signe si... Je voulais décoller les prochaines. Il y a une épreuve. Hein. On va pas conclure grand-chose. Hein. Moi, j'ai mes idées, mais... Merci. Pas de commentaire graphique. Non, je le laisse dans le spectre. Très bien. Moi, je rajoute à ça. Donc, vous avez tous les deux parlé d'information et d'information sur des sujets ou des populations, ou voilà, dans des contextes particuliers. Et donc, je placerai un des livres que vous allez pouvoir consulter pendant ou après ou un autre jour à la bibliothèque de l'Institut des études avancées. Ils sont là-bas, qui parlent de cette thématique. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais c'était plus pour vous dire qu'il y a des livres là-bas. Je vais en placer de temps en temps au cours de vos interventions. Et donc, vous avez parlé tous les deux, en fin de compte, d'informer. Donc, on peut informer avec plein de choses différentes. Et je me posais la question si vous informiez beaucoup de nombres, parce que vous avez parlé de quantification. Je décolle là. Vous avez parlé de quantification tous les deux. Est-ce que vous parlez de nombres, vous informez de nombres aussi dans vos activités? Je me lance. Alors oui, alors ça, le nombre, il faut m'arrêter parce que je pourrais partir après dans des tunnels. Moi, les sciences sociales, c'est une très grande famille. La sociologie, c'est une famille assez large dans la grande famille. Et puis après, il y a des je vais pas dire des sous-familles, mais voilà, il y a des clubs, on pourrait dire, des groupes, etc. Moi, je suis entre la sociologie de la quantification, la sociologie des sciences et la sociologie politique. Et dans la sociologie de la quantification, il y a beaucoup un rapport lié au nombre. Si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, les scientifiques auprès de qui j'enquête, ils ont développé ce calculateur carbone pour estimer l'empreinte carbone des laboratoires, donc des différentes dimensions de l'activité scientifique à l'échelle d'un laboratoire. Donc il y a bien un effet de mise en nombre. On va mettre en nombre, donc en CO2, en émissions de CO2 équivalent, par exemple des trajets en avion, l'achat du matériel informatique, etc. Et donc moi je suis attaché à suivre cette mise en nombre et voilà, à comprendre ce qu'elle fait aux personnes qui s'y engagent. Je ne vais pas citer énormément de gens, mais il y a une personne que je me sentirais malhonnête de ne pas citer sur ces questions, c'est quelqu'un qui s'appelle Alain Desrosières, qui est mort il y a maintenant quelques années, et qui a écrit un livre qui est génial en 1993, qui s'appelle La politique des grands nombres. Et à propos de la quantification, il disait un truc très simple, mais que je pense important à avoir en tête. Il disait, quantifier, c'est toujours convenir et mesurer. Convenir, ça veut dire s'accorder sur ce sur quoi on veut, ce qu'on veut quantifier, et puis mesurer, c'est faire le travail de mesure. Et donc ensuite, quand on est attaché au nombre comme processus social, eh bien on voit bien que ces nombres sont construits, mais c'est pas parce qu'ils sont construits qu'ils sont dépourvus d'effets, pas du tout. Ils sont aussi saisissables au prisme des effets qu'ils ont. Et puis on voit des usages très différents, très contrastés des nombres. On peut parfois dire, est-ce que mettre en nombre, ça va dépolitiser, techniciser? En fait, c'est beaucoup plus compliqué quand on regarde ça au niveau des acteurs sociaux. Et il y a tout un champ de la littérature qui s'appelle le statactivisme, c'est-à-dire l'activisme par les statistiques, le fait de construire un discours politique à partir des nombres. Et finalement, les scientifiques auprès de qui j'enquête, eh bien, il y a, je veux pas mettre un label sur ce qu'ils font, je m'en garde bien, mais comme on est entre nous, voilà, je le dis, il y a une dimension de statactivisme, c'est-à-dire qu'on construit une action politique à partir des nombres qu'on essaie de construire de manière rigoureuse, la plus scientifique possible, mais pour tenir
un discours quant à l'état du monde tel qu'il est, et puis en tout cas du monde scientifique en particulier. Donc, où placer les nombres? Si vous avez des idées, vous avez le droit de souffler, hein. Mais je vais quand même le placer. Je te laisse la parole, Yann. Merci beaucoup. Je ne vais pas commencer sur les statistiques et ma perception, parce que ça pourrait prendre du temps. Je voulais peut-être parler d'un exemple à propos d'un nombre. Je continue sur les nombres. Qui parle peut-être à beaucoup. Pour partir du point que mentionnait Antoine sur ces convenir et mesurer, par exemple, si on prend le réchauffement climatique, on a convenu, avec l'accord de Paris, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, en tout cas de poursuivre les efforts pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et de le limiter bien en deçà de 2 degrés. Donc ça fait partie de l'accord légalement contraignant qui est l'accord de Paris. Pourquoi avoir pris une température? Ça en revient donc à convenir que ça va être l'unité qu'on va utiliser pour essayer de limiter. En final, ce qu'on veut limiter, c'est pas le réchauffement climatique, c'est les impacts du réchauffement climatique, les impacts négatifs. Et donc, on a convenu que ce serait une température. Alors là, il pourrait y avoir beaucoup à dire sur tout ce qu'on rate en utilisant cette métrique et tout ce qu'on gagne, mais effectivement, on a convenu de ça. Et alors après, par exemple, sur ce chiffre, pourquoi 1,5 degré? Avant, c'était atteindre un équilibre entre les émissions positives et négatives. Après, il y a eu le chiffre de 2 degrés qui a été avancé lors de la COP de Copenhague en 2009 et qui a frustré aussi beaucoup d'États, dont des petits États insulaires, dont la survie même et l'existence même n'est pas garantie dans un monde avec 2 degrés de réchauffement climatique. Et donc, il y a eu tout un travail de publication scientifique, principalement mené par des scientifiques qui étaient proches des groupes de conseil, notamment de ces petits États insulaires, qui ont produit la littérature scientifique sur les impacts climatiques à 1,5 degré pour les comparer à ceux à 2 degrés, qui ont publié sur la faisabilité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et en fait, quand il y a eu une pression diplomatique suffisamment importante pour avoir une revue sous l'égide de l'ONU de la science disponible sur 1,5 degré, avec certains partis, on va dire, qui avaient beaucoup d'intérêt à l'extraction pétrolière, qui voulaient mettre en avant les dangers de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est-à-dire le danger social des efforts qu'il faudrait faire pour ça. Il y avait en fait assez peu de sciences disponibles dans un sens, et il y avait beaucoup plus de sciences disponibles montrant effectivement le danger de dépasser 1,5 degré de changement climatique. Donc c'était des nombres et des études scientifiques parfaitement étayées qui ont pu arriver à temps pour informer des débats onusiens sur le chiffre auquel il faut limiter le réchauffement climatique. Et au final, ça a permis aussi, pendant l'accord de Paris, d'avoir les arguments nécessaires pour convaincre qu'il fallait limiter à 1,5 degré. Donc je trouvais l'histoire de ce chiffre intéressant. Il n'y a pas d'étude scientifique qui dit qu'à 1,5 degré, le monde est safe, que le monde est viable, et à 2 degrés, il ne l'est pas. Le monde à 1,5 degré, chaque dixième de degré compte, comme il a été rappelé récemment. Mais le débat autour de quel doit être l'objectif mondial a été informé donc par des études scientifiques, et on a tendance à penser que ce chiffre-là est une vérité scientifique en tant que telle. Et peut-être de manière intéressante, souvent on nous demande à nous, scientifiques, dans le sens large du terme, est-ce que c'est faisable? Et on demande souvent aux scientifiques qui travaillent dans le quantitatif, dont moi, est-ce que c'est faisable de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré? Et c'est une question qui n'est pas neutre et qui, en fait, pour moi, devrait assez peu revenir à des gens qui travaillent dans le quantitatif et beaucoup plus aux gens qui travaillent dans les sciences sociales, parce que c'est physiquement, oui, on peut. Après, est-ce que c'est socialement, politiquement, économiquement acceptable? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Ça, c'est une autre question. Et pourtant, souvent, il y a beaucoup de scientifiques du quantitatif qui se permettent de répondre à cette question en allant au-delà de la réponse purement, on va dire, physique, et qui répondent via leur considération, leur opinion des sciences sociales. Donc là, j'ai pris un exemple où le nombre, de par sa considération, est pour moi du militantisme, alors même qu'il ne l'est pas présenté comme tel. Je ne dis pas que les nombres en général sont du militantisme, mais ils peuvent être utilisés comme tels. Comme tu le sens, je te fais confiance.
Il faut un micro. Ah si, ça. Donc Muriel, tu voulais nous faire un... Très court. Alors bien sûr, le nombre symbolise la science, mais je voudrais vous faire remarquer quand même que la démocratie aussi symbolise le nombre. Nous sommes dans un régime, là où le nombre décide, c'est la démocratie. Et ça s'oppose parfois à la science. Donc c'est très intéressant comme thématique. Ouverture pour tout à l'heure. Est-ce que si j'en profite juste pour glisser, voilà, je me glisse dans cet intervalle pour prolonger ce que tu évoques effectivement sur la question du 1,5 degré. Alors moi je la regarde depuis les sciences sociales, donc pas comme quelqu'un qui doit mettre en œuvre les politiques publiques qui permettent ou ne permettent pas d'y arriver. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que donc il y a un article de collègues qui ont travaillé sur le sujet, des historiennes, sur comment ce nombre a-t-il été construit. Et en fait, c'est un nombre qui est vraiment scientifico-politique. Il est construit au carrefour d'espaces qui sont pour certains des espaces scientifiques, pour d'autres des espaces politiques. Et c'est dans ce mélange-là qui finit par s'imposer comme un seuil qui est ce seuil d'horizon politique et voilà, nimbé, teinté de scientificité, parce qu'il est produit voilà un peu entre ces espaces, mais effectivement c'est pas 1,5, 1,6, 1,7. Enfin le plus bas c'est le mieux, et comme tu dis, chaque dixième de degré compte. Et ça, il y a quand même cette croyance assez forte que science et politique sont parfaitement séparées et qu'il faudrait produire plus de science pour aboutir au changement politique, qu'il faudrait peut-être des rapports du GIEC toutes les semaines pour conduire, provoquer le changement politique. Et en fait, ce que montre la sociologie des sciences, l'histoire des sciences, c'est que les deux ne sont pas si séparés que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méthode scientifique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tendre aussi vers l'objectivité, bien sûr. Enfin, la valeur d'une preuve scientifique, même si elle est contextualisée, même s'il est historicisé, a quelque chose de singulier par rapport à une opinion. Moi, je vois bien sur les sujets, ils sont si nombreux sur lesquels je connais rien. Tandis que quand on essaie de prouver quelque chose scientifiquement, c'est pas si simple que ça. Donc, je vois bien la différence. Mais voilà, c'est ne pas croire, je pense, que c'est un déficit ou une faute des scientifiques parce qu'ils n'auraient pas crié assez fort, pas assez alerté, pas fait assez de rapports, qu'on en est là. Je pense que les causes du problème sont largement à chercher du côté politique. Et bien justement, vu que j'ai retrouvé mon fil, justement, ça pourrait paraître simpliste de juste produire des nombres, et en fait, ces nombres, après, ils pourraient servir à nous gouverner. J'aimerais bien que vous commentiez les méthodes que vous utilisez dans vos travaux pour produire les connaissances. Donc, clairement, vous ne produisez pas que des nombres, surtout vous deux. Mais si vous voulez bien commenter les méthodes. Ouais. Alors, juste avant, je vais répondre. Pour glisser un tout petit truc sur le GIEC. Le GIEC, il publie des rapports qui sont écrits par des scientifiques et qui résument la science disponible. Mais le GIEC produit aussi un résumé pour décideurs, donc à l'intention des décideurs politiques et notamment des gouvernements, qui, lui, doit être approuvé par aussi les gouvernements, par l'ensemble des gouvernements. Et après la reconnaissance du rapport du GIEC au COP, et donc sous l'ONU, est elle-même sujet à débat. Est-ce que l'ONU reconnaît, prend note, approuve, accueille le rapport du GIEC? Rien que ce mot-là, dans les décisions des COP, donc dans les documents légaux qui sont issus des négociations, peuvent donner lieu à des très longs débats, et notamment sous l'ère de Donald Trump. Et donc c'était juste pour dire ça. Et aussi, beaucoup des scientifiques qui servent d'auteurs sont aussi nommés, pas que évidemment, mais sous proposition du gouvernement. Il y a aussi de la politique là-dedans. Sur la méthode, alors moi, juste pour rappeler, je travaille à quantifier ce qui est juste en gros dans le partage de l'effort que les pays doivent faire. Et là, il y a une question fondamentale que j'avais pas eu l'impression vraiment d'engager quand j'ai commencé ma thèse. Ça a été aussi une opportunité de publication. Je connaissais pas spécialement le domaine dans lequel je m'étais lancé. Est-ce que je dois quantifier ce que moi je trouve juste,
ou est-ce que je dois quantifier ce qui est le plus juste selon la littérature philosophique disponible, sachant que je ne suis pas philosophe et ce n'est pas mon champ d'expertise, ou est-ce que j'essaye de quantifier différentes visions de la justice climatique? Et moi, j'ai commencé par ça. Donc, il y avait un rapport du GIEC qui montrait différentes catégories de littérature et ce qu'on prend en compte la responsabilité historique des pays, par exemple. Donc, plus ils ont pollué, moins ils peuvent polluer dans le futur. Est-ce qu'on prend en compte leur capacité financière? Plus ils sont riches, plus ils peuvent participer à l'effort global, un peu comme dans un système de taxation nationale. Ou d'autres critères, est-ce qu'on doit tous fournir le même effort? Est-ce qu'on doit tous avoir accès à un service minimum de la Terre? Est-ce qu'on a un droit à un développement? Différents critères comme ça. Et donc, moi, j'ai essayé, dans mon travail, d'avoir une méthode qui permettait de comparer les effets, de suivre telle ou telle approche en termes quantitatifs. Donc, essayer de quantifier ces différents principes-là d'une manière un peu cohérente. Et c'est pas du tout aligné avec ce qu'ont pu faire d'autres équipes de recherche qui, elles, étaient très véhémentes, notamment envers mon travail, en eux promouvant une vision de la justice climatique qu'ils essayaient de raffiner comme étant la plus juste possible, notamment au travers de leur quantification. Donc là, juste pour dire qu'il y a deux méthodes différentes qui peuvent être plus ou moins partisanes, mais tout en étant justifiées scientifiquement. Et donc, il se pose un petit peu la question de la méthode, sachant qu'en plus, la valeur et la pertinence du travail va dépendre de son impact sur le terrain. Quelle valeur a une étude qui dit ce qui est juste d'une manière très correcte philosophiquement si absolument personne n'en prend compte? C'est assez différent de quand on travaille sur des sciences, moi qui venais du domaine de la physique, où on découvre une planète, même si tout le monde s'en fout, on a quand même découvert une planète. Là, si je dis on peut partager un gâteau comme ça, alors qu'il y a une infinité de façons, en soi, ça n'a pas de valeur. Et donc du coup, il faut à la fois avoir une méthode qui est rigoureuse scientifiquement, qui est pertinente dans les négociations, par exemple sur le changement climatique, qu'elle donc cherche à influencer, tout en étant influencée évidemment par l'état actuel des négociations qu'elle cherche à influencer, mais en étant assez robuste scientifiquement pour aussi jouer son rôle d'étude scientifique. Donc là c'est la méthode plus que le résultat qui est importante, d'être assez transparente, neutre scientifiquement et au moins transparente dans les choix de modélisation qui ont un lien avec un choix moral ou qui peut se lier à un principe philosophique. Je vais coller, mais je te laisse la parole, Antoine. Je te laisse coller le papier, trouver le bon positionnement pendant que je réponds à ça. Alors, je vais pas être très long sur cette question pour pas trop partir en mode ego trip. Je vous raconte ma vie et mes tourments de jeunes doctorants, si ce n'est pour dire que voilà. Donc dans mon enquête, moi donc ce sont des sciences sociales. Pitié, ne parlons plus de sciences dures et de sciences molles. Si j'avais un message militant et scientifique ce soir à pousser, ce serait celui-ci. Il y en aurait beaucoup d'autres, en vérité. Mais je profite de ce moment pour le faire. Et donc, des sciences sociales, donc ce sont des méthodes qualitatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qualitative? Ça veut dire que moi, j'enquête donc auprès de ce groupe. Vous avez vu, depuis le début, je dis auprès de ce groupe. C'est parce que j'essaie de trouver le bon terme. Je ne sais pas encore si c'est le bon définitivement, mais pour pas dire sur ce groupe, hein, ce qui fait un peu flic. Voilà, j'ai rien contre. Voilà, je vais pas parler plus longtemps. Voilà, de la police. Peut-être, on n'a pas fait sur les policiers d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des policiers ou policières dans la salle? Vous savez, quand on enquête, hein, parce que c'est une enquête, hein, on est souvent, selon les terrains d'ailleurs où on peut souvent être pris pour les collègues, soit pour un journaliste d'investigation sous couvert, ou pour un flic, et plus rarement pour un chercheur en sciences sociales. Je pense à des collègues qui sont sur des terrains, disons un peu plus compliqués que le mien en termes d'entrée sur le terrain. Et donc moi je passe du temps avec ces personnes, je les écoute, je fais des entretiens avec eux. Là j'ai fait à peu près pour le moment environ 45 entretiens organisés en différentes phases qui répondent à différentes questions. J'ai avant fait une vingtaine d'entretiens pour préparer aussi ce temps-là de l'enquête. Et puis il y a l'accès à des documents produits par la vie du groupe, il y a des moments d'observation, des réunions. Vous voyez vous-même. C'est Jeanne Favré-Saada dans un livre absolument super où elle a enquêté sur la sorcellerie dans le bocage mayennais à la fin des années 60. Elle tordait un peu le cou à cette idée d'observation participante. Au fond, on observe toujours vous-même je sais pas, vous entrez à la boulangerie, vous êtes sur votre lieu de travail, vous participez, vous observez. Voilà, il y a toujours un peu
ce mélange entre les deux. Donc j'aime pas trop dire voilà observation participante parce que je trouve que c'est ce qu'on fait finalement dans nos vies de tous les jours. Donc c'est un peu ça les méthodes qualitatives. L'idée, il s'agit pas de dire est-ce que ce groupe de scientifiques là est représentatif. Est-ce qu'il est représentatif de quoi, comment, pourquoi? Ça, c'est quand même une question qui est hors de ma portée. Il s'agit principalement de bien comprendre ce que font ses membres, le moment dans lequel ils se situent, de savoir lier l'histoire sociale individuelle de certains de ses membres avec une histoire plus collective, de savoir en retracer les origines et les caractéristiques. Voilà, donc c'est ça, on vise un peu à saturer le réel de perspectives, c'est-à-dire à croiser sur un même objet d'étude différents angles, différents questionnements, et c'est ça qui font voilà, c'est ça qui font. Je vais pas donner une définition des sciences sociales. En tout cas, moi, c'est la manière que j'ai sur ce terrain d'enquêter, mais qui sont pas des choses révolutionnaires. Hein, c'est des choses qui se font de longue date. Et il y a plein de littérature. Si vous êtes curieux après, je vous partagerai des livres qu'on comptait pour moi, si vous voulez creuser ça. Ils sont des scientifiques de quoi? Alors, j'apporte cette précision. Merci de cette question. Ce sont principalement des scientifiques, donc des sciences de la vie et de la terre. Le groupe auprès duquel j'enquête a différentes composantes, différents sous-groupes, etc. Donc, ça dépend aussi à quel endroit on place le regard. Mais principalement à l'origine de celui-ci et très actifs dans celui-ci, ce sont des collègues de sciences de la vie et de la Terre, donc des astronomes, des océanographes, des agronomes, des biologistes, etc. On retrouve des sciences sociales, mais qui sont pas majoritaires. Vous avez parlé de valeur, de ce que vous produisiez. Et quand on parle de valeur, en échangeant, en préparant cette soirée aussi, on a parlé de moyens qui sont nécessaires pour faire votre travail, leur travail. Est-ce que vous voudriez bien commenter sur quels moyens vous disposez, vous, pour faire votre travail, et globalement les moyens de votre champ disciplinaire? Alors, moi en particulier, il y a eu donc une phase quand j'étais dans la recherche publique où j'étais financé donc par des bourses de recherche pendant ma thèse. Donc à l'époque, c'était en Australie. Je voudrais attirer aussi l'attention sur la précarité que ça donne la recherche. C'est extrêmement mal financé, notamment en thèse, mais pas seulement. Ça se poursuit bien après. Et ça se traduit dans le manque de moyens pour les chercheurs, pour recruter des chercheurs et même pour les payer ou les garder. Donc il y a eu une première phase où j'étais payé par de l'argent public avec une indépendance de travail. Et après, s'est posé la question, donc je suis sorti de la recherche académique et se posait la question de comment contribuer. Alors, est-ce que ça peut être au travers il y a des sociétés de conseil aussi qui font du conseil, notamment pour les négociations. Et est-ce que je travaille, comme je disais, pour tel État, pour telle ONG, et comment ça influence éventuellement mon travail. Donc, il y a des entreprises qui, évidemment, ont une position prédéfinie pendant les négociations et dont le travail va se focaliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être scientifique. Et beaucoup notamment d'entreprises privées, des sociétés de conseil publient leurs résultats de manière scientifique, mais ils vont se focaliser sur la science qui va servir leur argument, par exemple. Et donc, effectivement, pour moi, se posait un peu la question de quel financement je peux avoir. Sachant, et ça c'est quelque chose que je voulais soulever, on est vu comme partisan quand on accepte de l'argent d'un acteur, mais aussi si on n'en accepte pas. Parce que du coup, on devient activiste à faire quelque chose gratuitement et non pour l'argent. Et donc, dans les deux cas, en fait, on peut être accusé, entre guillemets, d'être partisan de par le fait même qu'on reçoive ou qu'on ne reçoive pas de l'argent. Ce qui se pose beaucoup moins, dans le cas de la recherche publique. Mais donc, je trouvais ça intéressant de dire ça. Et ce que je trouve particulièrement important dans ce cas-là pour évaluer l'indépendance, c'est la transparence du financement, la transparence des méthodes, on y revient. Est-ce que les résultats sont compréhensibles, reproductibles, critiquables? Et c'est là où je tiens à apporter aussi l'autre message fort. N'est pas scientifique quelqu'un qui fait des chiffres, en tout cas pas dans ma compréhension. Pour moi, être scientifique, c'est d'ailleurs pas être scientifique, mais c'est faire un travail scientifique. C'est quand ce travail, lui,
peut être scientifique s'il a été revu à comité de lecture, c'est-à-dire revu indépendamment et avec un système tripartite où le journal décide de publier ou non les résultats scientifiques en fonction de la critique de ce travail d'un premier scientifique par d'autres scientifiques qui n'ont rien à voir, qui ont été sélectionnés et qui restent anonymes pour le premier. Et donc cette action tripartite est pour moi ce qui fait la science, et donc ça et la transparence en plus sur le financement. Ouais, merci beaucoup pour ce complément, Yann. Qui paye mes légumes? Je suis végétarien. Voilà, et il faut quand même manger. Qui paye mes légumes? Alors, aujourd'hui, j'ai une allocation doctorale. On n'est pas nombreux en sciences sociales, hein, et je vais revenir sur la question du financement et du militantisme de deux agences, l'INRAE, qui est un centre de recherche, et l'ADEME, qui est une agence gouvernementale. Et donc, voilà, j'ai une allocation doctorale, les deux contribuant à 50% à mon panier de légumes. Ceci dit, le champ de la recherche aujourd'hui est traversé par un manque de moyens, évidemment, mais pas que. Je pense que là, je suis, voyez, un peu sur la frontière. Je glisse à partir de la littérature scientifique vers des opinions politiques et militantes. Hein, donc, j'opère un petit déplacement. Mais bon, malgré tout, il y a quand même des travaux qui le montrent. Ce n'est pas qu'une question de manque de moyens. Bien sûr, il y a des endroits dans la recherche où aujourd'hui, il y a des moyens qui sont largement contraints, en baisse ou en danger. Mais c'est aussi une polarisation des financements. Ça, c'est une chercheuse qui s'appelle Christine Musselin qui le montre, hein, dans la grande course des universités. Il y a des endroits de la recherche où il y a beaucoup d'argent. Et il y en a d'autres où il y en a beaucoup moins. Et c'est cette polarisation du financement, je pense, qui caractérise aujourd'hui beaucoup. Il y a des gens qui, dans les cornes d'abondance de la recherche contemporaine, vivent plutôt bien. Et il y a des collègues qui, eux, ont énormément de mal financièrement. Et j'en reviens à la question là-dessus du militantisme. Quand on est très nombreuses et nombreux à, disons, ne pas avoir de poste après la thèse, ou à ne pas avoir de financement pendant la thèse, à accumuler les contrats courts, quand ce sont des collègues vacataires qui font tourner l'université. Dans une université où j'enseigne, 3/4 des enseignements en licence sont assurés par des vacataires. Ça veut dire que derrière, le choix politique qui est fait, que les cours d'une université soient assurés en grande partie par des gens qui ont un contrat précaire. Je rappelle qu'un contrat de vacataire, ce sont des gens qui ne cotisent pas au chômage, qui ne cotisent pas pour en cas de d'arrêt maladie. Donc on est vraiment sur un contrat extrêmement précaire, et ça a été démontré qui, au taux horaire, est en dessous du SMIC. Ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, il ne s'agit pas de dire qu'il y a 3 personnes dans un bureau qui décident tout d'un coup comme ça, eh bien on fait le choix de casser le service public de l'enseignement supérieur au profit d'acteurs privés, et là aussi ça a été documenté encore dernièrement, qui se glissent dans les failles du service public d'enseignement supérieur et qui proposent une offre commerciale sur le marché éducatif. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que comment s'engager quand il faut candidater année après année pour trouver un contrat? Comment s'impliquer pour suivre les étudiants année après année? Enfin voilà, moi je travaille sur les conditions sociales et matérielles du travail scientifique, donc évidemment je suis sensible à ces questions, mais on voit bien que la manière dont vont être défaits des protections ou solidarités collectives, la manière dont la précarité va devenir, comme le dit l'historien Christophe Granger, non pas une étape en début de carrière. Vous savez, c'est un peu le sas avant les honneurs, la carrière et la stabilité. Non, désormais, c'est devenu la condition du métier. Christophe Granger en parle dans un livre qui s'appelle « La destruction de l'université ». Le programme est dans le titre. Et donc, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il n'y a plus d'engagement possible. D'engagement dans sa discipline, d'engagement auprès des étudiants, d'engagement tout court, quand il s'agit, par exemple, de s'opposer à des choses qu'on pourrait juger très légitimement contestables. Les chercheurs, c'est mon opinion, ayant le droit de s'engager au même titre qu'un coiffeur, qu'un boulanger, qu'une opératrice dans un call center. Voilà, on peut s'engager, on peut manifester, distribuer des tracts, etc. Mais la manière dont les conditions collectives du métier se défont, eh bien, je pense, c'est comme une traînée de poudre, mais qui impose l'idée que demain, c'est autre chose qu'un service public d'enseignement supérieur qui organisera la sélection, la formation d'étudiantes et d'étudiants dans ce pays. Je sens que ça provoque des tensions. J'aimerais bien que vous les précisiez. De manière assez brève, s'il vous plaît. Ouais, pour pas trop... Je viens de voir le temps, ouais.
Comme tension, je vais essayer de faire court, mais c'est vrai que si on prend l'idée effectivement qu'un chercheur travaillant sur le changement climatique peut avoir comme envie potentiellement activiste de limiter le réchauffement climatique, il peut se poser effectivement la tension du choix dans la carrière. Est-ce qu'on est plus utile en restant purement dans son labo et à produire de la science et il y a d'autres corps de métier, de journalistes, de communicants, de diplomates qui peuvent servir à la disséminer, ou est-ce que ça peut être plus efficace, toujours avec cette visée d'être efficace sur le réchauffement climatique, de soi-même la porter après auprès des acteurs, et donc d'étendre en fait ce travail scientifique, notamment dans sa dissémination. Et ça, c'est un petit peu les tensions qui se posent. Alors après, ça évidemment se recouvre avec des côtés personnels sur la carrière dont on a envie d'avoir, mais c'était les tensions que je voulais mettre en avant aussi. Qu'est-ce qu'on pense qui est plus efficace ? J'ai pas de réponse là-dessus, mais là, je m'apprête à retourner dans le monde académique sans pour autant lâcher tous mes engagements en dehors du monde académique. Et je pense qu'Antoine aussi, il a ces deux aspects-là. Je te laisse continuer. Alors sur les tensions, je vais être bref parce que je vois l'heure qui file et donc non, je vais être vraiment super bref. Je vais essayer de le faire en 60 secondes. Top chrono. Top chrono. Ce que je constate dans mon terrain d'enquête, donc là je reviens vraiment sur une dimension scientifique, c'est que les personnels de recherche qui s'engagent dans ce travail d'estimation d'empreinte carbone, donc du coût écologique des activités scientifiques, eh bien ça suscite différentes formes de mise en tension. Mise en tension, ça veut dire que c'est pas insignifiant et tout n'est pas bouleversé aussi du jour au lendemain. C'est une mise en tension parce que certains vont être qualifiés de militants du fait qu'ils entreprennent cette démarche. Ça va être une mise en tension parce qu'il y a la question des déplacements, des collègues qui peuvent être inquiets qu'on leur suspende la possibilité de se déplacer en avion pour quelque raison que ce soit. Ça va être aussi une mise en tension par rapport à la question des financements, ou le sentiment qu'il y a une contradiction entre une certaine manière de faire de la science, de courir toujours après des appels à projets, de plus avoir vraiment les mains sur certaines choses, et en même temps le coût environnemental de tout ça. Donc voilà une mise en tension qui est extrêmement diverse, et on voit bien que voilà la recherche contemporaine et voilà, il faut avoir une approche structurelle des choses. 64 secondes. Merci. Je voulais vous remercier d'être venu et contribuer au débat activement. Donc ça, c'était un grand plaisir, et merci infiniment, Eva, pour ta proposition qui, je crois, a contribué à cet échange. Je voulais aussi remercier, bien évidemment, nos intervenants, Yann, Antoine et Muriel, d'avoir contribué à cet échange et à avoir porté chacun votre regard, votre expertise, aussi votre vie de citoyen dans ce débat.